Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. On va commencer par une petite page de géopolitique puisque même si le conflit au Proche-Orient semble très complexe, maintenant les masques tombent. Donc maintenant c'est très clair pour tout le monde, la Turquie d'Erdogan soutient Daesh et les fondamentalistes sunnites. Les États-Unis soutiennent également en partie Daesh et des milices prétendument plus modéré. L'Iran soutient le Hezbollah, Moscou soutient Bachar el-Assad, Moscou bombarde à peu près tout le monde, enfin tous ceux qui ne sont pas du côté des soldats de l'armée régulière ou des Alaouites. Donc nous avons bien trois guerres en une et on peut se réjouir que pour l'instant les choses n'aient pas tellement dérapé et que ce n'ait eu pratiquement aucun effet sur les prix du pétrole. Alors si le conflit qui se généralise sur tout l'arc chiite de Téhéran jusqu'au Yémen ne provoque pas d'embrasement du pétrole, eh bien, on va peut-être trouver un autre moyen de faire remonter les cours. Et c'est pourquoi, sur proposition vénézuélienne, eh bien, l'OPEP accepte que 8 autres pays non-OPEP se joignent aux discussions de Vienne fin octobre. Alors ces pays, ce ne sont pas des moindres, puisqu'il y a la Russie, premier producteur du monde, ou en tout cas ex aequo avec l'Arabie Saoudite. Il y a la Norvège, alors c'est vrai un petit peu en perte de vitesse, il y a le Brésil, il y a le Mexique, il y a la Colombie, il y a même le Sultanat d'Oman, on va pas tous les citer, mais en tout cas, peut-être qu'il s'agit là d'une première manifestation de vouloir enrayer la baisse du pétrole, avec un objectif qui serait de 70 $. Un objectif qui conviendrait à pas mal de pays producteurs, on va dire matures. Ça permettrait également à quelques très gros producteurs de shale oil aux États-Unis d'être à la limite de la rentabilité. Mais les crémages se poursuivraient naturellement pour tous ces producteurs très endettés et qui ont des coûts de revient supérieurs à 65 ou 70 $, puisqu'il faut également y rajouter les frais financiers. Donc notre pari de jouer le pétrole à la hausse, eh bien, il reste tout à fait pertinent, même si on revient aujourd'hui sur 46,5, mais ça, c'est une respiration. On était monté très très vite de 43 à 50. Nous continuons de viser un objectif maintenant de 52,5 à 53 $ le baril. Voilà. Donc profitez même du repli actuel pour vous renforcer éventuellement un petit peu sur des dérivés pétroliers ou sur des parapétrolières comme par exemple Valourec si jamais on revenait sous les 8 € ou par exemple sur CGG Veritas ou Morel et Propre si on retombait par exemple aux alentours de 3,60 €. Alors, la hausse des matières premières, c'est pas gagné partout, naturellement, il y a de la surproduction. Néanmoins, il y a aussi 2 ou 3 types de minerais où là on est sur des rendements décroissants et des productions décroissantes. Il s'agit de l'argent et du platine. Donc aussi, il ne faut peut-être pas toucher au zinc, au plomb, au fer, au manganèse, etc. N'empêche que sur l'argent et sur le platine, on est dans un marché où l'offre reste déficitaire à un moment ou à un autre. Ça se traduira également sur les cours. Maintenant, est-ce que les indices boursiers dans leur ensemble vont continuer leur rebond? Rien n'est moins sûr, car on voit bien se multiplier les signes déflationnistes à travers le monde. Alors ce matin, on voit que les prix à la production en Chine chutent de 5,5%, qu'ils sont à moins 4,5% en Inde, qu'ils sont à moins 4,3% au Japon. On voit que l'inflation en France recule au mois de septembre de moins 0,4%. Le rythme annuel, lui, est stable à 0. En Espagne, on est bien maintenant en déflation avec un rythme annuel de moins 0,3%. Conclusion, plus on injecte d'argent, moins il y a d'inflation, puisque maintenant on en est à 8 mois d'injection pour la BCE. On a la BOJ qui continue d'injecter naturellement, et puis on a aussi la Fed qui
bon an mal an, en maintenant son bilan à 4 500 milliards de dollars, est obligé de racheter du papier en permanence pour maintenir donc ce montant avec les emprunts qui arrivent à échéance. Et les pressions déflationnistes, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que le consommateur va se montrer de plus en plus frileux. L'exemple japonais est tout à fait éclairant. Comme il n'y a pas non plus de hausse de salaire, il n'y a pas d'incitation à consommer, et comme il n'y a plus de rémunération pour l'épargne avec des taux zéro, eh bien, ceux qui se projettent un peu dans l'avenir se disent qu'il faut épargner davantage pour maintenir son niveau de vie à terme. Donc si j'épargne plus maintenant, je vais moins dépenser, et de toute façon je ne suis pas incité à dépenser, puisqu'a priori les pressions déflationnistes devraient à leur tour faire baisser l'immobilier. Donc il n'y a vraiment pas à se précipiter pour dépenser de l'argent, et ça, eh bien, c'est la base d'une croissance zéro, voire même d'une décroissance, et ultérieurement d'une stagflation, car c'est bien cela le scénario qui se dessine à terme. Et si ceux qui détiennent des actions se mettent à l'anticiper, eh bien ils vont continuer de vendre, et le CAC 40 reviendra vite sur 4300, et en cas de rupture sur 4000.